L'air du temps, votre émission hebdomadaire sur e-radio. Ce dimanche, les thèmes vont porter sur les accusations d'Ousmane Sonko contre les forces de défense et de sécurité pour tentative d'assassinat. Son procès contre Adji Sarr, programmé le 16 mai prochain, à 11 mois de la présidentielle, de toutes les incertitudes, quel impact sur l'économie du pays. L'air du temps reçoit Aboukan, économiste et vice-doyen de la FASEC à l'UCAD, et Kadiali Gassama, économiste, ancien directeur commercial de la Socosim et ancien directeur du marché central aux poissons. Rendez-vous ce 30 avril 2023 sur e-radio avec Alassane Samba Diop. Dimanche 30 avril 2023, merci d'être à l'écoute de l'air du temps. Tout d'abord, nous dédions cette émission à notre confrère, notre formateur, notre grand frère et notre ami, Mamles Camara, qui sera porté à terre tout à l'heure à Yoff, où il va se reposer. Le plus Allah de l'accueillir dans sa miséricorde, dans son paradis. Mamles Camara a été pour nous un grand formateur, un journaliste digne, qui a vécu dignement et qui est mort avec sa dignité. Donc aujourd'hui, cette émission de l'air du temps ne pouvait ne pas porter l'hommage à Mamles Camara. Donc nous sommes dans ce studio pour cette émission Aboukan, qui est professeur titulaire des universités, agrégé d'économie, assesseur, ça veut dire vice-doyen de la FASEC, la faculté des sciences économiques et de gestion. Il est directeur du laboratoire d'économie publique, LEP. Nous sommes aussi avec Kadiali Gassama, qui est économiste, ancien directeur commercial de la Socosim et ancien directeur des marchés centraux aux poissons. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Nous allons peut-être parler de la tradition. On a perdu quelqu'un comme Mamles Camara qui a permis à tous les journalistes aujourd'hui du Sénégal, la plupart d'entre eux en tout cas sont passés entre ses mains. Aboukan, quel est le mot que vous pouvez faire sur Mamles Camara? Merci Alassane, bonjour à tous, bonjour à M. Gassama. Mamles Camara, c'est un grand journaliste que nous connaissions tous. Et c'est l'occasion de présenter nos sincères condoléances à la presse sénégalaise et aussi à tout le peuple sénégalais, parce que c'est le Sénégal qui perd. C'était un homme de valeur, un homme vraiment équilibré, comme je peux le dire, parce que personne n'a jamais entendu Mamles Camara dans des excès. Voilà, donc c'est un homme de bien. On prie qu'Allah l'accueille en son paradis. Amin. Et que Dieu le couvre de sa miséricorde infinie. Amin. Kadiali? Oui, je vous remercie Alassane Samba Diop de votre invitation. Je salue monsieur le professeur Aboukan. J'ai l'honneur de partager avec lui cette table ronde. C'est vrai, Mamles Camara, c'est une grande perte. Pour le monde de la presse, c'est une grande perte pour le Sénégal. Il était un monument de la presse sénégalaise, quelqu'un qui était généreux dans la transmission du savoir, quelqu'un qui mettait la déontologie, l'éthique au devant de ses activités. Nous nous souvenons de ses analyses pertinentes, l'émission Face à Face à la RTS. Il a été sur pas mal de domaines un précurseur de l'ouverture démocratique ici dans notre pays auprès de grands autres journalistes comme Babacar Touré, Sidi Gaye, Abdoulaye Ndiaga Sylla, etc. Véritablement, nous présentons nos condoléances à la famille éplorée, au monde de la presse, à vous, Pape Alassane, Alassane Samba, à l'ensemble des Sénégalais. Prions pour que vraiment Dieu l'accepte à son paradis éternel. Amen. C'est au nom donc de cette démocratie, de cette ouverture, de cette liberté qui a été un combat de tous les Sénégalais, de tous les anciens, depuis les indépendants jusqu'à présent, qui ont permis au Sénégal d'être aujourd'hui le pays cité à travers le monde comme étant la vitrine de la démocratie sénégalaise. C'est au nom justement de cette liberté qui nous permet d'aborder tous les sujets qui sont
à l'actualité ici au Sénégal. Donc, les accusations d'Ousmane Sonko contre les forces de sécurité et de défense pour tentative d'assassinat. On a vu qu'il a tweeté en disant qu'il accuse les forces de défense et de sécurité d'avoir attenté à sa vie, qu'il a des preuves, qu'il avait envoyé les échantillons à des laboratoires étrangers, que lui-même, qu'il va se mettre devant les Sénégalais pour montrer les preuves. Abou, comment peut-on analyser cette situation aujourd'hui? Je crois que l'affaire ou les affaires Ousmane Sonko, parce qu'il n'y en a pas une seule, défraient la chronique au Sénégal depuis au moins 3 ans. Et vraiment, ça joue un peu sur l'équilibre du pays, j'allais dire, parce qu'on s'est rendu compte que le pays est divisé en deux maintenant. Il faut être pro ou contre Sonko ou contre Macky Sall, etc. Donc ça, ce n'est pas bien pour un pays. Maintenant, il y a des dossiers qui sont en cours, en tout cas d'instruction ou de traitement au sein de la justice. Je pense que, lui, il a des avocats, l'autre partie a des avocats, ils n'ont qu'à aller devant le tribunal. Maintenant, quant aux accusations qu'il vient de porter sur les forces de défense et de sécurité, moi, j'ai lu le tweet, mais je n'ai pas encore vu quelque part où il a donné des précisions sur soit les laboratoires qui ont fait les tests ou sur la nature du produit. Donc, moi, en tant qu'intellectuel universitaire, je ne pourrais vraiment pas m'avancer là-dessus parce que je considère que on est dans le milieu politique et que les hommes politiques jouent à se faire peur. Chacun veut tirer la couverture de son côté, que ce soit les gens du pouvoir comme de l'opposition. Pour le moment, franchement, ce serait très hasardeux de ma part de trop m'avancer sur ce dossier. Kadjali, par rapport à cette accusation. Oui, moi je trouve que vraiment cette accusation de tentative d'assassinat des forces de défense et de sécurité contre sa personne, c'est trop gros. Dans la mesure où les forces de défense et de sécurité ont une mission de protéger les personnes et les biens. Vous voyez, dans la mesure où ils essaient de mettre de l'ordre dans ce pays pour que les libertés puissent s'exercer, toutes les libertés. Accuser les forces de l'ordre pour tentative d'assassinat, véritablement, ça entre dans une certaine victimisation que je n'apprécie pas du tout. C'est une arme qu'ils utilisent notamment pour avoir des gains politiques. Cette manière de faire de la politique aussi, disons-le, professeur, c'est pas éthique. Je crois que l'arène politique, la politique, c'est la gestion de la cité. S'il y a des protagonistes de part et d'autre, il y a une confrontation de projets, de programmes. Et c'est sur cette base uniquement que, on peut convaincre les populations pour voter, mais pas véritablement se victimiser, toujours se victimiser, vraiment être dans cette posture-là pour avoir des gains politiques. Je crois que pour l'intérêt du pays, c'est pas bon. Le médecin Nian de Souban, qui a été interrogé par nos confrères de Sénaweb, a dit que quand il y a ce genre de situation, tentative d'assassinat, pour prélever des échantillons, il faut toute une procédure. Il faut d'abord qu'il y ait un huissier qui va assermenter, qui va constater qu'il y ait au moins 2 ou 3 médecins qui viennent le faire et que visiblement la procédure n'a pas été respectée dans cette affaire-là. Est-ce que ça peut être un problème au niveau de la justice? Oui, si c'est le cas, mais connaissant aussi Ousmane Sonko, connaissant le parti PASTEF, qui normalement est un parti structuré, je ne pense pas qu'il s'aventure peut-être à faire certaines choses qui pourraient discréditer leur thèse. Moi, j'imagine, comme il dit que dans les prochains jours, il va communiquer, moi, je m'attends peut-être à ce qu'il donne des éléments qui peuvent conforter les gens dans cette idée que peut-être il a été victime d'une tentative d'assassinat, ou pour qu'il veut conforter ceux qui ne lui font pas confiance dans leur idée qu'il est en train de se victimiser. Mais moi, je pense que ce serait vraiment une grosse erreur
de venir juste pour dire que voilà, nous avons pris tel tissu, nous l'avons envoyé, etc., sans pour autant prendre toutes ces mesures, toutes ces précautions d'usage qui pourraient peut-être valider la thèse de la tentative d'assassinat. Bon, moi, je ne suis pas vraiment dans les secrets des dieux, mais en tout cas, ce serait pour quelqu'un qui veut être candidat à l'élection présidentielle, pour quelqu'un aussi qui a eu plus de 15% des suffrages lors de la dernière présidentielle de 2019, pour quelqu'un dont le parti aussi a gagné plusieurs collectivités territoriales, pour quelqu'un qui appelle à des meetings où se rendent beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, beaucoup d'adultes sénégalais. Je pense que ce serait vraiment suicidaire de faire ce type de déclaration comme ça à la légère uniquement pour ameuter les gens. Maintenant, dans le landerneau politique, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a tout vu au Sénégal, on a tout vu. C'est pourquoi moi je préfère être prudent dans l'analyse jusqu'au moment où vraiment on aura des éléments qui nous permettent de pouvoir juger un peu de la véracité de ces déclarations. Dans la même foulée aussi, on apprend que le 16 mai prochain, c'est la date qui a été retenue pour le procès entre Ousmane Sonko contre Adji Sarr. Oui. Est-ce que ça entre encore dans cette même lignée, comme a dit Abou tout à l'heure, les affaires de Sonko? Ce qu'il faut relever, c'est aussi quand la justice appelle un citoyen à répondre, je ne vois pas pourquoi ameuter ou disons développer des résistances pour aller répondre à la justice. Mais l'argument qu'il donne, c'est qu'il n'a pas confiance en la justice. Mais ça, c'est pas un argument. Ne pas avoir confiance en la justice, ne pas avoir confiance en nos institutions, mais c'est remettre en question tout. Mais autant faire prendre les armes et aller dans le maquis. Vous voyez, mais on est dans un système avec des règles démocratiques, des institutions. Il est allé plusieurs fois à des élections, donc il accepte les règles telles qu'elles sont fixées pour pouvoir compétir, vous voyez. Mais nous sommes dans un état de droit, vous voyez. Quand la justice appelle un citoyen à répondre d'une accusation, mais nous sommes tous des justiciables, quelles que soient nos positions, nos charges, quelles que soient nos appartenances, vous voyez, nous devons aller répondre à la justice parce que voilà, il faut un arbitre pour régler les conflits. Il y a ce qu'on appelle la réelle politique aussi. Oui, il faut un arbitre. Oui, justement, Abou, je voulais dire, au-delà justement des affaires judiciaires, Kadiali. Moi, je disais que donc ce procès Adji Sarr Sonko fixé pour le 16, j'applaudis parce que ça prouve le fonctionnement normal de nos institutions. À partir d'une plainte d'un citoyen, voilà, la justice fonctionne. Après, je fais remarquer que c'est depuis 2 ans cette procédure qui vient à son aboutissement. Donc, moi, je salue le fonctionnement normal des institutions. Cette date-là fixée, donc, je ne dis pas qu'il a tort. Il est présumé innocent, mais il faut que la justice se tienne. Il faut que l'arbitre aussi, pour ce litige-là, vraiment arbitre, rendre la justice. Oui. Peut-être hasard du calendrier, le 16 mai, c'est le lendemain de l'anniversaire de la date de l'assassinat de Maître Babacar Sèye, qui est un juge des élections. On va vers des élections aussi où tout le monde redoute beaucoup de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est au-delà des affaires judiciaires, il y a une rupture de confiance entre les acteurs politiques, entre la justice et les Sénégalais, c'est ça? Oui, je pense que il y a un problème de perception quant à l'indépendance de la justice. Ça, personne ne peut le nier au Sénégal. Maintenant, il se trouve que toujours, et ça, c'est pas seulement avec le président Macky Sall, depuis le président Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, toujours ceux qui sont au pouvoir disent que la justice est indépendante, la justice est impartiale. Mais s'ils retournent dans l'opposition, ils disent que perception. Voilà, ils changent de perception. Ils disent que la justice est aux ordres. Ça, c'est le Sénégal. Donc, toujours ceux qui sont au pouvoir pensent ou disent, même s'ils ne le pensent pas, ils disent en tout cas que la justice est indépendante. C'est comme l'opinion sur le fameux article 80. Voilà, quand on pose la perception que les Sénégalais ont de la justice sénégalaise, c'est vrai qu'elle évolue
d'une année à l'autre en regardant un peu les procès qui peuvent être considérés comme procès politiques qui se passent dans le pays. Vous savez, récemment, la Cour des comptes a sorti un rapport sur la gestion du Covid-19. Mais, premièrement, il y a un ministre de la République qui a dit que les magistrats de la Cour des comptes sont des politiciens. Il a dit. Ça, c'est une attaque contre les magistrats. Mais personne n'a bougé. Okay? Même le gouvernement n'a rien fait. Ensuite, on n'a pas vu d'action judiciaire sur ça. Au même moment, il y a d'autres qui font des déclarations pour lesquelles ils sont arrêtés. Simple déclaration. Et puis, qui n'occupent aucune fonction d'ailleurs. Ces gens sur le net, etc. Ensuite, il y a un opposant qui est considéré comme le leader de l'opposition, qui a des procès. Maintenant, tout à l'heure, M. Gassama disait que bon, pourquoi Amoté. Mais ça, moi, je comprends la stratégie politique. Hein? Sur le plan politique, je comprends pourquoi Sonko le fait. Il faut se poser la question de savoir si Sonko, ou si les gens ne sortaient pas quand Sonko est convoqué, est-ce que Sonko serait dehors jusqu'à maintenant? C'est ça, c'est la question à se poser. Parce que bon, on a vu des choses passer ici avec Karim Wade, avec Khalifa Sall, avec d'autres hommes politiques. Ça aussi, il faut qu'on se dise vraiment les choses pour pouvoir comprendre pourquoi certains hommes politiques agissent. Au fond, c'est le rapport de force sur le terrain qui qui détermine l'issue des... C'est le rapport. Moi, ma conviction, c'est que tous les acteurs politiques au Sénégal veulent la paix. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a un acteur politique qui est vraiment belliciste, etc. Non. Ils veulent tous la paix parce qu'en fait, vous ne pouvez pas gérer un pays qui n'est pas en paix. C'est clair. N'est-ce pas? C'est clair. Maintenant, pour arriver au pouvoir ou pour y rester, chacun a ses stratégies. Ceux qui ont les forces de défense et de sécurité à leurs ordres, qui peuvent leur dire sortez, matez, arrêtez, ils le font. Ceux qui n'ont pas les forces de défense et de sécurité, qui ont des jeunes de leur parti, qui ont des femmes, etc., des militants, ils les font sortir aussi. Ça, c'est la politique. Vraiment, il ne faut pas aussi qu'on stigmatise le comportement des hommes politiques qui n'ont que leurs militants pour les défendre. Moi, je suis vraiment de cet avis-là, que Sonko a bien le droit de faire des conférences, d'appeler ses militants même à sortir, s'il le veut. L'essentiel, c'est de ne pas casser, c'est de ne pas... etc. Mais ils peuvent accompagner leurs leaders pour aller répondre à la justice. Parce que s'ils ne le font pas, ils croient qu'il va être sacrifié. Ça, c'est vraiment la perception que les gens ont. Il faut l'accepter aussi. Il faut qu'on l'accepte. Mais est-ce que cette perception, cette façon de faire aujourd'hui, puisqu'il y a un appel au dialogue, on a vu que le Parti démocratique sénégalais a dit oui, mais en posant ces conditions, Tahabou Sénégal avec Khalifa Sall est dans de bonnes dispositions d'y aller. Les autres, on ne les entend pas pour le moment, PASTEF et les autres. Mais est-ce que cet appel au dialogue, vous pensez, c'est une manière, ou bien c'est une bonne chose pour régler les différents politiques? Bien entendu que l'appel au dialogue est consubstantiel à la démocratie. Le Sénégal, dans le cours de l'histoire de notre pays, a toujours connu des moments de tension et puis des moments de dialogue également. En Afrique, l'arbre à palabre, ici, nous avons toujours dialogué. Oui, mais certains estiment souvent qu'au Sénégal, les dialogues... Quand le chef de l'État lance un appel... Oui, mais certains estiment que les dialogues au Sénégal, c'est aussi des dialogues piégés. On vient régler des problèmes ponctuels, qu'on ne va pas jusqu'au fond des choses. Mais quand on vous appelle au dialogue, il faut y aller pour savoir si... c'est pas la première fois qu'on est là au dialogue. Mais je trouve que vraiment, il n'est pas bon de ne pas répondre à la main tendue. En tant qu'Africain, en tant que... Sénégalais, cet appel du chef de l'État, là, vraiment, tout le monde doit aller y répondre. D'ailleurs, tout le monde est allé répondre à cet appel, sauf le PASTEF qui s'est esselé sur ce plan-là. Et j'ose espérer qu'ils vont finir par aller à la table de négociation parce qu'on a des affaires communes. Le Sénégal, nous partageons le Sénégal en commun. Et il y a des questions qui sont des questions communes qu'il faut discuter ensemble. Et mieux vaut le consensus sur certaines questions qui nous concernent, comme le code électoral, par exemple, qui nous concerne tous. Donc, mais est-ce qu'il n'y a pas de rupture de confiance, M. Diakhaté, est-ce qu'il n'y a pas rupture de confiance entre les politiciens? Ils ne se font pas confiance. Parce que souvent, les dialogues, c'est des stratagèmes pour tendre des pièges à d'autres. Il n'y a pas une sincérité dans les discussions. Et que ce qui est décidé souvent est biaisé, n'est pas appliqué.
Ben, écoutez, tout à l'heure on parlait de la justice, mais il ne faut pas faire le plaidoyer pour l'impunité. Mais il faudrait que les uns et les autres, quand ils commettent des actes, répondent de leurs actes, notamment quand il y a des plaignants. Mais évidemment, il faut que ça soit vraiment, ça existe dans une société organisée. Vous voyez. Alors, donc, que voulez-vous? Maintenant, ne plus répondre, disons, à la justice, ne plus respecter l'état de droit, les institutions, mais non, ça, vraiment, il ne faut pas aller dans ce sens-là. Vous pensez que le dialogue peut permettre à dépasser ces... Bien entendu, le dialogue est un moyen, justement, de baisser les tensions, d'une part, et puis de voir ce qui est possible, parce que nous partageons ce Sénégal-là en commun. Le Sénégal appartient à nous tous, aux Sénégalais, de quelque bord qu'il se situe. Vous voyez, la chose politique, un moment, elle est là simplement pour... voilà, il faut en fair play. Hein, comme dans le sport, voyez-vous, on compétit sainement, et puis voilà, que le meilleur gagne. Hein, mais utiliser des armes non conventionnelles, ou essayer vraiment de déstabiliser le pays par la rue, hein, vous voyez, nous sommes dans une ceinture de feu. Il faut faire attention. Hein. Alors, il faut la protection des biens et des personnes dans une république normale, etc., etc. Donc, il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Hein. Et si on les franchit, bien entendu, on tombe sous le coup de la loi. Et qu'est-ce qu'on y peut? Après, il y a des choses, il y a un gentleman agreement entre politiciens, et c'est ça qui doit être le fondement du dialogue appelé par le chef de l'État, pour ne pas franchir des lignes, parce que... Mais l'opposition estime que souvent ce gentleman agreement n'est pas respecté par les pouvoirs publics, par ceux qui sont au pouvoir. Ils le font quand ça les arrange, et quand ça les arrange pas, ils sont dans autre chose. Écoutez, c'est ce que peut-être ils disent, c'est de la stratégie et de la tactique pour gagner des fois, peut-être pour avoir l'opinion de son côté. On les comprend très bien. C'est de bonne guerre peut-être. Hein? Mais toujours est-il que moi je suis persuadé qu'il y a une justice ici dans ce pays qui fonctionne, et que l'indépendance de la justice, je dirais l'indépendance des magistrats, mais ils sont indépendants, ça dépend des personnes, vous voyez. Voilà, mais nous avons un système judiciaire qui est là, qui fonctionne. Preuve, il y a tellement d'affaires là qui passent, parce que ce ne sont pas que les affaires politiques. Les affaires politiques ne représentent qu'epsilon dans les affaires qui sont traitées chaque jour au niveau et qui concernent l'économie, qui concernent les relations d'affaires entre les entreprises, qui concernent les conflits au niveau des familles, au niveau des communautés. Véritablement, c'est ça la justice en fait. Et c'est pas une ou deux affaires politiques là on se base sur ça pour politiser les choses et dire que la justice c'est telle ou telle. Véritablement, il ne faut pas aller trop loin. Je rappelle que vous suivez L'Air du Temps, qui reçoit Kajali Gassama, économiste, et aussi Aboukan, qui est professeur des universités, agrégé d'économie à la FASEC. Aboukan, ça nous permet d'aller dans la question économique qu'il vient d'aborder, Kajali Gassama. Nous sommes à 11 mois de la présidentielle, avec beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas qui sera candidat, qui ne le sera pas. Est-ce qu'en ce moment, ça peut affecter l'économie? Oui. Et comment? D'abord, sur le dialogue politique, moi je pense que les acteurs doivent répondre à l'appel du président pour vraiment apaiser. Maintenant, si le président sent que peut-être il y a des réticences, je pense qu'il peut poser des actes qui peuvent rassurer les gens. Parce qu'en économie, il y a ce qu'on appelle la théorie des jeux, qui étudie l'interaction entre les individus. Si vous êtes en position de pouvoir comme président, vous avez les informations comme quoi que les gens sont un peu réticents, vous posez un acte qui fait que, parce que ça rend le jeu non simultané, mais séquentiel, c'est-à-dire vous faites quelque chose qui permet aux gens d'avancer un peu. D'avancer. Donc, vous faites un pas pour permettre à d'autres gens de faire un autre pas. Et ne pas rendre le jeu simultané, c'est-à-dire vous dites, venez,
comme ça, on se rencontre dans la salle. Bon, les gens peuvent dire, bon, est-ce qu'il n'a pas préparé quelque chose, oui. etc. Est-ce qu'il n'a pas mis un cocktail Molotov dans la salle. Mais vous posez un acte d'abord. Qui rassure. Qui rassure. Donc ça, le président peut le faire. Et je pense lui-même, il est assez outillé compte tenu de son expérience. Il n'a même pas besoin de conseiller pour ça. Donc voilà, pour maintenant, par rapport à l'économie du pays, bon, bien entendu, l'économie n'aime pas l'incertitude. Ou les investissements n'aiment pas l'incertitude. Mais il faut aussi relativiser, dire que, bon, il y a deux types d'analyses à faire. C'est-à-dire, si on prend la tradition sénégalaise de stabilité, on voit aujourd'hui ce qui se passe, on se dit qu'il y a problème, effectivement. Parce que le Sénégal n'a jamais été sur un fil rouge comme ça, depuis bien longtemps. Même si on se rappelle des événements de 88. Voilà, ça c'est loin, même les histoires de politique. Je parle carrément de politique, pouvoir, opposition. Ça c'est avec Abdoulaye Wade, ça c'est depuis l'histoire du 3e mandat. Et ça c'était dans un laps de temps vraiment très limité. Mais cette affaire-là, les procès, tout ça, c'est depuis presque 3 ans que ça dure. Et ça peut quand même empêcher certains acteurs économiques de pouvoir faire carrément leurs activités. Maintenant, ça c'est la première échelle. D'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On peut dire qu'il y a un problème. Mais les investisseurs, si on parle des investisseurs étrangers et autres, et même des autres pays, des investisseurs institutionnels, c'est souvent aussi une comparaison qu'ils font du Sénégal par rapport aux autres. C'est-à-dire le Sénégal peut voir sa situation se dégrader par rapport à lui-même, à l'interne, mais toujours comparé aux autres pays, le Sénégal peut être un îlot de paix et de stabilité. Et je pense que c'est le cas. Moins de risques voilà. Par rapport aux autres. Jusqu'à présent, malgré tout ce qu'on dit là, ici, le Sénégal n'a rien à voir avec beaucoup de pays beaucoup de pays africains. Donc le Sénégal, c'est encore une destination vraiment privilégiée des investissements. C'est encore un pays attractif sur le plan des investissements, parce que simplement, il n'a qu'à voir l'évolution des flux d'investissement direct étrangers. Même en 2022 seulement, le Sénégal a reçu 1400 milliards de francs CFA d'investissement direct étranger. Ça, c'est beaucoup. Et on sait que ces histoires politiques-là ont commencé il y a 3 ans. Donc, maintenant, c'est vrai que si on va au fond de l'analyse, on peut aussi expliquer pourquoi ces investissements directs étrangers continuent. Parce qu'il y a le pétrole et le gaz. Ça aussi, c'est un élément. Donc, l'analyse à faire, c'est si on a enlevé... Excuse-moi, dans cette analyse, la crise ukrainienne, le fait qu'il y ait aujourd'hui la Russie qui bloque un peu la fourniture de gaz et de pétrole à d'autres pays, pour avoir d'autres partenaires, malgré la tension qu'il y a en interne, les gens disent quand même, allons voir là-bas parce qu'on peut avoir le robinet coupé ailleurs. Justement, ça c'est une stratégie que tous les pays développent, même en dehors de la crise ukrainienne. Il faut sécuriser. Il faut sécuriser. Les gens ont tendance à diversifier les partenariats. Et aussi, ils essaient de voir là où ils peuvent avoir le produit à moindre coût. Donc, et souvent, quand vous venez dans des pays africains qui ont ces richesses-là, vous savez, qui n'ont pas la technologie et tout, donc ce sont vos entreprises qui exploitent, qui font presque tout, en fait. Donc, vous pouvez obtenir cette énergie-là à moindre coût. Donc, en dehors du problème russo-ukrainien, il y a aussi un problème de stratégie globale pour les pays qui investissent au Sénégal. Abou a insisté sur l'étranger qui peut continuer à investir en disant de toutes les façons, comparé aux pays autres africains, le Sénégal reste un îlot de stabilité, mais en interne ici au Sénégal. Les Sénégalais eux-mêmes, qui le matin, ils doivent aller au marché pour se nourrir, aller dans l'inflation qui frappe beaucoup de gens, le chômage qui continue aujourd'hui peut-être à grossir, et cette situation d'incertitude. Oui, ça peut affecter l'économie en interne. Oui, là je suis bien d'accord avec... non, je parle de l'interne, l'économie en interne. Pour les investissements, l'afflux des investissements dans notre pays, je suis bien d'accord avec le professeur. Mais en interne j'ai beaucoup aimé votre thématique, les incertitudes par rapport à la présidentielle de 2024. C'est normal que quand on va vers un rendez-vous aussi important qu'une élection présidentielle, qu'il y ait de la fébrilité de part et d'autre. Mais il ne faut pas trop dramatiser. Le Sénégal, pour moi, est, comme il dit, dans un îlot de stabilité, véritablement, qui fait que, alors, il y a jusqu'à présent l'afflux des investissements.
étrangers dans notre pays qui... Mais Abouka a expliqué sur le plan international. Mais ça peut se comprendre. Mais je voudrais, M. Gassama, je voudrais que vous parliez de l'économie en interne. Aujourd'hui, les Sénégalais qui vont au marché, qui essaient de faire nourrir leur famille, qui sont dans cette incertitude-là, on ne sait pas qui sera candidat, qui ne le sera pas, et surtout aller au marché avec comment nourrir la famille. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le Sénégal aussi fait partie du monde. C'est aujourd'hui le monde qui se complexifie avec voilà, les tensions qui montent entre les grandes puissances, avec la guerre en Ukraine, avec voilà, les conséquences que ça crée au niveau économique, cette inflation importée. Vous voyez ce que ça crée et le relèvement du coût de la vie au Sénégal par ricochet. Vous voyez. Voilà, il y a beaucoup de remises en cause aujourd'hui. Dû au fait que la Chine, maintenant, sur le plan monétaire, essaie de se positionner par rapport au dollar. Voilà, l'Union soviétique essaie de reconstituer oui, mais les Sénégalais de Dagana, de Djidakhar, ils ne comprennent pas ce qui se passe en Chine. Ça ne l'intéresse même pas peut-être. Ils veulent le matin aller au marché, avoir de l'argent, payer sa nourriture. Est-ce qu'aujourd'hui, ces incertitudes-là peuvent affecter l'économie en interne au Sénégal? Oui, il y a une inflation, comme dans tous les autres pays. Au Sénégal, c'est autour de le taux de 9,5%. 9 ou 13%. Bon, si on prend des exemples, les taux par mois, il y a des mois où le taux d'inflation atteint 12%, 13% ou 14%. Mais si on prend annuellement, le taux tourne autour de 9%, la moyenne. Oui, alors que c'était de 2%. 2% auparavant. Donc, c'est beaucoup. Donc ça affecte les bourses. Je vais insister. Ça affecte les poches des Sénégalais. Bien sûr, mais tout est devenu cher sur le marché. L'État du Sénégal, devant cette problématique, essaie de faire des efforts, notamment avec les subventions que l'État du Sénégal met pour pouvoir, en tout cas, diminuer un peu les difficultés des populations. Vous voyez, sur ce plan-là, c'est extrêmement important. On a relevé aussi le traitement salarial des personnes. On valorise, par exemple, le kilogramme d'arachide maintenant a été rehaussé, etc. Vous voyez, il y a des stratégies qui sont mises en place pour atténuer les difficultés des populations par rapport à cette inflation importée. Mais ce que je voulais dire par rapport à la présidentielle, c'est un rendez-vous important. On comprend les faiblesses de part et d'autre. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas trop dramatiser. Mais bon, globalement, on est dans un monde incertain. Incertain avec les changements de paradigme un peu partout. On sort de la Covid. Vous voyez, il y a cette crise sanitaire, la crise sécuritaire également. On est menacé, même dans notre sous-région. Vous voyez, les frontières maintenant, il y a des problèmes de sécurité qui se posent. Voyez-vous, et ceci devait amener les Sénégalais à resserrer les rangs, à s'entendre sur l'essentiel. C'est là où je dis que le dialogue qui est appelé par le chef de l'État, compte tenu du contexte international et régional vraiment délicat, vraiment de pouvoir vraiment s'entendre pour sauver l'essentiel, pour que le Sénégal continue de naviguer dans des eaux vraiment calmes. Oui. Abou, on a parlé d'inflation au Sénégal en interne, les prix ont augmenté un peu partout, il y a un renchérissement des coûts de la vie. Il a dit que l'État a essayé de donner des subventions un peu partout. Mais est-ce qu'on a senti au niveau de l'État qu'il a diminué son coût de fonctionnement pour aider les populations? Bon, c'est difficile de voir parce que par rapport au budget qu'ils ont consacré à certaines institutions, tout ça, rien n'a bougé. Hein? Mais l'État a fait des efforts sur le plan budgétaire pour subventionner beaucoup de produits, même si c'est insuffisant. Parce qu'en fait, j'ai dit une fois même dans une des publications que je fais régulièrement que l'État a donné par la main droite et a retiré par la main gauche lorsque les prix du carburant ont augmenté. En fait, parce que l'État venait d'imposer une baisse de certains prix des denrées de première nécessité, avait aussi accompagné certains acteurs
économique pour qu'ils puissent justement commercialiser les produits au prix voulu par l'État, donc à des prix administrés, homologués, j'allais dire, tout ça. Mais quelques temps après, on a vu que sous la pression quand même du FMI, l'État a été obligé de réduire l'enveloppe budgétaire qui était consacrée à la subvention de l'énergie, parce que l'État mettait presque 700 milliards de subventions pour maintenir le coût de l'électricité à un prix raisonnable. Mais est-ce qu'il n'y a pas une question de fond? Pourquoi depuis les indépendances, nos États sont à la merci du FMI de la Banque mondiale? Pourquoi on continue toujours à être cornaqué par le FMI, la Banque mondiale, ce qu'on doit faire? Peut-être c'est un peu trop dire de dire qu'on est à la merci du FMI et de la Banque mondiale, mais il faut comprendre que si on prend le FMI par exemple, c'est une sorte de compagnie d'assurance pour les investisseurs. Un pays qui ne collabore pas avec le FMI ne peut pas recevoir de financement. C'est impossible. Parce que c'est le tableau de bord du FMI qui permet aux investisseurs de voir quelle est la situation de ce pays-là en termes de gestion budgétaire et en termes, disons, de gestion du cadre macroéconomique d'une manière générale. Et si vous regardez, même les notations qui sont faites pour les différents pays-là, les investisseurs regardent, par exemple pour le cas du Sénégal, selon que vous prenez Moody's ou Standard & Poor's, voilà, ou Fitch même, mais souvent on prend Moody's et Standard & Poor's. Le Sénégal est soit à B+ ou BA3, selon qu'on est à Moody's ou à Standard & Poor's. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une échelle de 20 pour Standard & Poor's, on est à 8. Donc c'est comme si on a une note de 8 sur 20. Si sur l'autre, on est à 9 sur 21. Donc c'est 21 échelles, 21 étages, quoi, si vous voulez. Donc là aussi, les gens regardent. Maintenant, qu'est-ce qu'ils regardent? Il y a le problème de l'endettement qui se pose. Parce que les pays, surtout africains, n'ont pas trop de marge de manœuvre budgétaire. Et ils sont obligés, comme les pays développés d'ailleurs, parce que l'endettement est incontournable pour un État. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on nous bloque en disant que oui, on ne doit pas avoir ça? C'est au sein de l'UEMOA, on ne doit pas avoir un taux d'endettement plus de 70%. La dette ne doit pas dépasser 70% du PIB. Bon, il y a des pays qui ont 100%, 200% et qui fonctionnent toujours. Mais tout dépend aussi de la composition de la dette. Par exemple, si vous êtes chez vous, vous êtes endetté, c'est votre fils qui vous a prêté, ou c'est votre femme, c'est pas la même chose que si c'est un étranger qui vous prête. Si aussi vous vous endettez dans votre monnaie, c'est pas la même chose que si vous vous endettez en monnaie internationale, ainsi de suite. Donc tout ça, ça joue. C'est pourquoi le Sénégal aujourd'hui, et ça se comprend compte tenu de la crise sanitaire qui est suivie par la crise russo-ukrainienne, le Sénégal a dépassé le plafond communautaire. On est à 75% de taux d'endettement. Le plafond communautaire est 70%. Mais là aussi, avant même la crise russo-ukrainienne, lors de la crise Covid-19, le pacte de convergence de l'UEMOA était suspendu. C'est-à-dire, on avait dit au pays que vous n'êtes plus obligé de vous arrêter à 70% de votre PIB, parce qu'on sait qu'on est dans une situation particulière qui requiert que tous les pays fassent appel quand même à des fonds extérieurs pour pouvoir faire face à la crise. En termes d'inflation aussi, pareil, on ne pouvait pas rester à 3%, etc. Mais il demeure évident qu'il y a plusieurs efforts qui doivent être faits, parce que le Sénégal aujourd'hui a un taux moyen d'inflation de 9%, alors qu'on était à 2% d'habitude. Donc c'est énorme. Il y a beaucoup d'efforts à faire. C'est énorme. Oui. Et le gouvernement aussi, l'augmentation des salaires, c'est une excellente chose, parce que le Sénégal, même si on dit qu'on n'a pas beaucoup de salariés par rapport au reste de la population, on sait qu'un salarié prend en charge quand même entre 8 et 10 personnes. Donc le fait d'augmenter les salaires peut quand même constituer une bouffée d'oxygène, même si en même temps ça crève ou ça creuse le déficit budgétaire, qui maintenant c'est autour de 6%, alors qu'on voulait être à moins de 5%. La question en interne, est-ce que les Sénégalais qui investissent en interne, les hommes d'affaires sénégalais, quand on est dans une incertitude comme ça, est-ce qu'ils vont investir ou ils vont attendre de voir qu'est-ce qui va se passer? Oui, mais est-ce qu'ils ont réflexe de tous les hommes d'affaires du monde ou pas? J'ai beaucoup aimé, je disais cette thématique, mais il faut relativiser.
il faut relativiser. Le monde fonctionne comme ça. Supposons que vous soyez un homme d'affaires sénégalais. C'est vrai que... Supposons que vous soyez un homme d'affaires sénégalais, que vous avez vos finances, vous voulez investir. Si vous êtes dans une situation comme ça, est-ce que vous allez investir ou pas? Oui, mais écoutez, la réalité est qu'aujourd'hui, il y a un afflux des investissements au Sénégal. Non, je parle d'hommes d'affaires internes. En dépit même je parle de Sénégalais ici, lambda, qui sont là. Mais justement, sénégalais. Au plan interne également, il y a un boom. On le constate un peu partout, visiblement. Vous voyez Diamniadio avec les entreprises qui sont créées là-bas, ça n'existait pas auparavant. Voilà, ça se développe. Bien entendu, ce que vous appelez incertitude, c'est vrai, il faut relativiser. Le monde a toujours fonctionné comme ça. Il y a des moments de crise, il y a des moments de tension, et puis ça crée, même les moments de crise créent de nouvelles opportunités économiques. Hein. Vous voyez, sur ce plan-là aussi, voyez-vous, avec la Covid, ça a développé de nouvelles économies. Hein, aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'est que les capacités d'endettement du Sénégal ont augmenté, surtout avec les perspectives du pétrole et du gaz ici. Les critères de convergence dont le professeur parlait tout à l'heure au niveau, mais il faut les revoir, voyez-vous. Hein? Par exemple, avec cette progression de notre croissance économique, avec les perspectives de l'exploitation du gaz et du pétrole, le Sénégal peut bien encore s'endetter, notamment, mais en utilisant cette dette pour des investissements productifs. Qu'on appelle une bonne dette. Une bonne dette au niveau des infrastructures. Le Sénégal. La bonne dette, c'est celle qui est payée. Oui, il n'y a pas de. Oui, bonne dette, c'est celle qui est payée. Il faut payer cette dette. Ouais. Tant que vous ne payez pas la dette, ce n'est pas une bonne dette. Bonne dette payée. Je veux simplement dire que s'endetter, c'est s'enrichir. Hein? S'endetter. Pour investir dans des trucs productifs. Oui, investir c'est s'enrichir. Parce qu'il nous faut des capitaux pour vraiment. Mais qui paye créer de la richesse. Qui paye sa dette sans Si on crée de la richesse à partir de ces investissements, c'est très bien. Donc, vraiment, c'est un progrès sur ce plan-là. Alors, ce que je voudrais dire, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, c'est des institutions internationales. C'est le système des Nations Unies. Tous les États au monde ont des actions au niveau de ces institutions internationales. Ces institutions sont créées pour le financement du développement, pour la Banque mondiale dans les pays, mais il faut une banque pour s'occuper du développement dans certains pays, et dans tous les pays au monde d'ailleurs. Plus encore dans les pays. Mais Pape Demba Thiam dit souvent que les banques mondiales, le Fonds monétaire international, c'est pour la régulation. Gassama souvent, il y a l'économiste. Parce qu'il faut des critères, il faut des règles. Oui, Gassama. Aussi, il faut de la discipline. Oui, mais Gassama, écoutez-moi un peu. Oui, Gassama. allez-y. Il y a souvent l'autre là, Pape Demba Thiam, qui dit que la Banque mondiale et FMI, c'est des fabriques de pauvreté. Ils ont été créés pour empêcher les pays africains de s'en sortir, de les tenir en apnée. Oui, mais c'est comme le Conseil de sécurité aujourd'hui. Non, je parle de la Banque mondiale, des FMI, pas de. Oui, mais c'est des institutions du système des Nations Unies, hein, vous voyez. Qui maintiennent l'Afrique dans sa pauvreté. Il y a une domination des pays du Nord, on l'admet, mais c'est à nous de nous battre aussi pour occuper des positions et pour changer les données. Voilà. Mais nous avons tous besoin de ces institutions multilatérales. Notamment parce que le monde doit globalement être géré, contrôlé, pour ne pas qu'il y ait des crises. Voilà. Aboukan, moi je voulais demander, dans cette situation, quand on est un homme d'affaires sénégalais, on va vers une élection, il y a 11 mois des élections, rien n'est clair. Est-ce qu'on investit ou on n'investit pas? Oui, on peut investir, mais on investit dans le court terme. C'est-à-dire, c'est ça le problème. On fait du Johnny. Voilà, ce qui fait... ce qui vraiment crée des opportunités ou ce qui crée la croissance dans un pays sont des investissements de long terme. Mais tant qu'on est dans une incertitude au niveau interne, les hommes d'affaires, en tout cas nationaux, le secteur privé national, ne pourra pas investir sur le long terme. Parce qu'on ne sait pas dans 1 an et demi, 2 ans, qu'est-ce qui adviendra. On préfère les affaires, entre guillemets, qui peuvent se dénouer dans les 3 mois à venir, dans les 6 mois à venir, en attendant d'y voir plus clair. Et là, les acteurs politiques pourraient quand même contribuer à rendre l'horizon plus clair et plus prévisible. Bon, il y a cette histoire de 3e mandat,
ou de troisième candidature, voilà, qui n'est pas encore vidé. Il y a de l'autre côté les procès contre Ousmane Sonko et d'autres peut-être hommes politiques, ainsi de suite. Je pense que là, si vraiment tout le monde s'asseyait autour d'une table pour pouvoir discuter de ça et vider, entre guillemets, ces affaires-là, je pense qu'on y verrait plus clair. Et ça aiderait aussi les investisseurs nationaux à pouvoir avoir une vision plus claire de l'avenir. Mais sinon, là où nous sommes actuellement, parce que moi, ce qui me désole le plus dans ça, c'est qu'on ne cesse de dire que le secteur privé national n'a pas joué sa partition dans le plan Sénégal émergent. Vous savez, on est en train maintenant de préparer le troisième plan d'action prioritaire du PSE. Dans le premier plan d'action prioritaire, entre 2014 et 2018, on avait voulu que le secteur privé vraiment fasse un certain nombre d'investissements, ce qui n'a pas été fait. Dans le deuxième plan d'action prioritaire, quand on a commencé à parler au secteur privé pour vraiment qu'il s'engage, la Covid est arrivée. Ouais. Après, c'est la crise ukrainienne. En même temps, les problèmes politiques internes. Donc finalement, dans cette deuxième phase, le secteur privé n'a pas non plus pu jouer le rôle qu'on attendait de lui. Parce que aussi, le secteur privé se plaint du fait qu'il n'a pas le soutien de l'État. Parce qu'il y a beaucoup de projets, entre-temps, qui sont passés au Sénégal, beaucoup de travaux et autres qui ont été confiés à des entreprises étrangères. Et le secteur privé pense que voilà, il n'a pas été assez impliqué là-dedans. Maintenant, ça peut être contesté par un camp ou confirmé par l'autre, mais toujours est-il que les deux acteurs ne s'entendent pas, c'est-à-dire entre le secteur privé et l'État du Sénégal par rapport à certains marchés. Donc moi, je pense que le dialogue dont le président parle là, ça ne doit pas seulement être un dialogue entre politiciens. Il doit être aussi économique. Voilà, ça ne doit pas seulement porter sur la politique. Est-ce que le fichier électoral, ça va se faire comme ça? Le parrainage, est-ce qu'on va éliminer le parrainage? Parce que les politiciens prennent le pays en otage. Alors que ce n'est pas la politique qui fait développer un pays. Et les autres, le problème c'est que le peuple est en avance sur les acteurs politiques au Sénégal. Et ils ne le savent pas. Parce que ils viennent faire des discussions, des débats politiques, des combinaisons ou combines, pour ne pas dire combines, en pensant que en fait, cela peut influer sur la décision des citoyens. Alors que les citoyens se sont déjà fait une opinion sur chacun des hommes politiques. Mais ce qu'ils font ne va pas changer fondamentalement les choix des Sénégalais. Mais ce que nous voulons, c'est un dialogue inclusif qui va aussi inclure les acteurs économiques. C'est parce que c'est ça qui aura une conséquence immédiate sur le vécu des populations sénégalaises. Oui, mais certains aussi du pouvoir reprochent à certains membres de la société économique sénégalaise, les hommes d'affaires sénégalais, de ne pas aussi être diligents quand on leur donne des travaux à faire, d'être dans des histoires. La preuve à Diamniadio, on vient de voir la semaine dernière que Jetran risque de fermer boutique. Et qu'il y a des immeubles qui ont été construits sur la route de l'aéroport, sur l'autoroute, qui ne se terminent jamais. Mais ça c'est un problème, c'est un problème d'interlocuteur que l'État a par rapport au secteur privé. Vous savez, il y a des gens qui disent qu'ils représentent le secteur privé, c'est eux qui parlent au nom du secteur privé, mais en réalité, ils ne sont pas ceux qui investissent le plus dans le secteur privé. Et il y a des membres du secteur privé qui contredisent ce qu'ils avancent par rapport à la situation du secteur privé. Donc il doit y avoir une enquête sérieuse. Voilà, c'est à l'État, justement, comme on fait les élections de représentativité dans les syndicats d'enseignants et autres, dans le secteur privé, il doit y avoir, je ne dirais pas forcément des élections de représentativité, en tout cas, mais des enquêtes ou en tout cas des investigations qui peuvent nous permettre d'avoir la représentativité réelle de tout le secteur privé pour pouvoir avoir les bons interlocuteurs à tous les niveaux. Kadiali, il dit que les hommes politiques ont pris en otage le pays. C'est-à-dire que, moi je ne dirais pas que les hommes politiques ont pris en otage ce pays. L'économie du pays est prise en otage parce que la politique, c'est la gestion de la cité, au sens vrai du terme. Vous voyez. On peut la gérer de façon aussi hasardeuse aussi. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, il faut qu'on s'accorde sur la définition de qu'est-ce que c'est que la politique. Mais je dois dire que les investissements, il y a toujours des risques.
Il y a les risques politiques, bien entendu. Calculés, il y a d'autres risques également, effectivement. À chaque fois qu'on veut investir, mais c'est tout à fait normal. Moi, je ne vais pas être dans le catastrophisme. Non, je suis dans l'optimisme. Surtout que les perspectives économiques au Sénégal sont très bonnes, notamment attestées par les institutions financières internationales, le Fonds monétaire international d'une part, et puis on va vers l'exploitation du pétrole et du gaz, ce qui d'autant voilà à quoi l'espoir des populations et des entrepreneurs ici dans ce pays. Oui, mais le temps que vous avez parti terminé. Oui, mais le temps est fini. Merci infiniment Kadjeli Gassama, économiste, ancien directeur de marché aux poissons du Sénégal et du commercial de la Socosim. Merci infiniment à Boukan, professeur titulaire des universités, agrégé d'économie, assesseur vice-doyen de la FASEC, la faculté des sciences économiques et de gestion. À la technique Biran Sissé, micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous. di la jéggaloo ay Cheikh nga ñuy xeexal ñu lay xeex